Donc, je continue à balayer un peu ce parcours dans le cinéma. Alors, il y a la grande série marseillaise sur presque 15 ans. Il va filmer à partir de 89 jusqu'en 2004, je crois, la chronique des élections à Marseille, avec évidemment la montée en puissance du Rassemblement national, alias Front National à l'époque, très enraciné dans les Bouches-du-Rhône, et aussi enraciné dans une mémoire qui est la sienne, qu'il partage, qui est la mémoire pied-noir. Parce que, évidemment, cet héritage du retour forcé d'Algérie, toute une communauté, hein, c'est quand même près de 3 millions de personnes, de Français qui quittent l'Algérie à ce moment-là, va être un vivier, un terreau pour le Front National, notamment dans le Sud. Donc il filme une histoire de famille en filmant le Front National, c'est ça qui est intéressant. Il filme un ennemi, mais il dit souvent, c'est les miens. Voilà. Et c'est ça qui est beau et déchirant dans ce geste, c'est qu'il est dans une fraternité déchirée avec cette communauté. Et c'est pour ça qu'il est aussi insistant, et il y revient obsessionnellement, parce que c'est quelque chose de l'ordre du spectre qu'il filme. Alors il le fait avec une distanciation géniale. Michel Sanson, journaliste au Monde et chroniqueur de la vie politique marseillaise, et son alter ego dans ses films, et il le met en scène comme celui qui lui-même met en scène la parole. C'est pas qu'un intervieweur journaliste. Il met en scène le fait de faire parler. Et donc ça, c'est toujours la distanciation comolienne. Tu parlais de Brecht, oui, entre nous, qui, bien sûr, il n'est pas tellement revenu sur les idées de Brecht, mais au fond, il en est quand même aussi très nourri. Et voilà, donc tout ce jeu de distanciation est présent dans tous ces films. Je filme que je suis en train de filmer. On pourrait définir le geste de Comolli comme celui-là. Et il y a un deuxième aspect qui me semble très important chez lui, c'est le fait qu'il renvoie toujours aussi à l'idée que faire un film, c'est inventer une communauté. Et cette communauté peut être utopique, dans un temps éphémère qui est celui du cinéma. Alors moi j'ai choisi de vous lire un texte de Jacques Bontemps, c'est un des rares compagnons de route avec Jean Narboni qui est dans le livre. Jacques Bontemps était professeur de philosophie, je crois au lycée Condorcet, il me semble, et a été aussi rédacteur au Cahier du cinéma, jaune pour le coup, et je crois qu'il a suivi dans les blancs, je ne sais plus, mais en tout cas c'est quelqu'un qui a été très proche de Jean-Louis, et il écrit un très beau texte sur un film que j'adore, qui est le Concerto de Mozart, par Michel Portal, donc mariage du classicisme le plus élégant, avec le pape du free jazz français, Michel Portal, qui va donc, clarinettiste quand même formé au Conservatoire national supérieur de musique, donc un vrai musicien de classique, au sens où il a vraiment la charpente pour jouer du Mozart. Mais qui joue du Boulez et du Brahms. Qui joue du Boulez et du Brahms, voilà. Et donc cette espèce d'hybridation, c'est tout Jean-Louis, et alors avec l'idée géniale de dire à Michel Portal, je te filme en train de répéter avec un orchestre classique, en résidence enfermé dans un château pendant 15 jours. Voilà, le château de Villarceau, qui est sur les bords de Loire, ou dans la région. Et donc cette espèce de petite utopie musicale va donner lieu à ce film extraordinaire, filmé majoritairement en travelling. Alors Jacques Bontemps souligne, c'est plus sur l'aspect communautaire que j'ai retenu 2 fragments qui ne parlent pas du tout finalement du film, mais qui parlent de la mise en place de ce projet en termes de communauté humaine. Donc c'est page 281, la première. Donc ces jeunes gens que réunissait avec quelques aînés l'amour de la musique, une œuvre exceptionnelle, donc celle de Mozart, et le prestige du soliste, celle de Michel Portal, allait constituer un groupe que Comolli suivrait pendant 2 semaines. Il allait donc pouvoir observer les effets du travail en commun et de la cohabitation sur les participants et l'évolution éventuelle du collectif. Car, au départ, ce n'était pas sans une certaine appréhension que les musiciens se lançaient dans cette entreprise. Une des 2 violonistes, la première, Charlotte Grattard, qui n'a encore jamais joué le concerto de Mozart, fait part de son inquiétude, et la flûtiste, Hélène Billard, se dit déroutée par l'absence d'un chef.
Portal doit donc expliquer à l'une qu'il aborde lui-même cette œuvre en éternel débutant, et à l'autre que l'expérience consiste justement à se passer de chef, à parvenir, dit-il, à nous pousser nous-mêmes et, concentrés à l'extrême, à être tous des chefs. Et un peu plus loin, donc page 288, mais qu'en a-t-il été, au bout du compte, de la coexistence au château en dehors des heures de travail? On a régulièrement aperçu des promenades dans le parc et des conversations en duo. On a assisté à une joyeuse préparation de repas en trio, mais s'agissant du groupe au complet, de la vie en commun des participants, une fois les partitions refermées, Portal regrette de ne pas avoir su, tous ensemble, faire la fête, tout de même esquissé un soir, et la flûtiste de ne pas avoir réussi à mieux connaître celles et ceux qu'elle a côtoyés. En les entendant, on se prend à penser que Comolli a dû regretter lui aussi de n'avoir pas vu l'être ensemble dans l'action commune se prolonger au-delà de l'activité musicale, de n'avoir pas vu la vie du collectif se déployer en dehors du travail. Sans doute une telle attente ne pouvait-elle, en la circonstance, être comblée. Mais il est arrivé à Comolli de dire que c'était précisément au rendez-vous du désir et de l'impossible que le mot « utopie » courait tout au long de sa vie, et donc, sans doute, de cet épisode, une quinzaine de jours en groupe à Villarceau. Voilà, donc je pense que c'est un texte qui évoque bien cette espèce de parabole politique qu'est le cinéma, quand il réussit à faire vivre ensemble des corps qui, sans lui, ne se seraient jamais rencontrés. Et je pense que c'était vraiment la raison d'être de chaque film de Jean-Louis, de tenter cette espèce de rencontre très improbable. Voilà, je pense qu'il y aurait tellement de choses, mais on a quand même, je voudrais donc, avant de passer la parole à Guy Chapoulier, parce que je voudrais qu'il parle d'un aspect qui est la transmission et l'enseignement. Donc vous dire qu'on va ensuite lire avec Badreddine Reguieg, qui m'a fait vraiment la joie d'accepter vraiment au dernier moment, quand on a appris la défection d'Isabelle Lecoff, pour des raisons personnelles évoquées, de nourrir un peu cette présentation par sa présence et sa voix. Il va lire en duo le texte que j'ai donc publié dans ce livre, qui n'est pas un texte théorique, c'est un acte d'amour et ça s'appelle un poème. Et voilà, donc nous allons le lire à deux voix. Badreddine est actuellement en représentation avec un seul en scène, Soit exotique, voilà, qui est un très beau spectacle. C'est la dernière ce soir. Oui. Je vous conseille d'y aller à 21h. Au théâtre Le Fil à Plomb. Oui, Le Fil à Plomb, c'est à Saint-Cernin. Voilà. À 21h, c'est un magnifique spectacle que je trouve drôle, mais aussi très littéraire, au sens où il restitue toute la communauté du quartier dans lequel il a grandi, avec beaucoup d'humour, de tendresse et de vérité. Donc voilà, merci beaucoup Badreddine d'avoir accepté d'être des nôtres. Et Guy, si tu veux dire un mot, tu viens ici. Tu veux bien venir ici, mais peut-être avant de te laisser le micro, moi je voudrais quand même redire que ce livre est un aller-retour permanent entre les mots et les images, évidemment entre les images, et le cadre, qui était une des obsessions évidemment de Jean-Louis, étudiant. Je me souviens combien Jean-Louis reprenait les étudiants qui utilisaient le mot reportage ou interview, quand ce qui importait avant tout était de faire des films de cinéma, pas nécessairement pour la salle de cinéma, mais de considérer le cinéma comme écriture, d'envisager nos gestes d'apprenti cinéaste dans une relation avec l'histoire du cinéma. Ça va tout convenir pour parler de pédagogie du cinéma. Il était avant tout un cinéphile, un immense amoureux du cinéma, désireux de célébrer la beauté de cet art. Avant d'être un grand théoricien, il était d'abord un grand artiste. Je veux dire que toute sa pensée théorique était au service d'une pratique artistique, j'insiste sur cela, et je crois qu'on aurait tort de ne pas suffisamment considérer la dimension esthétique de ces films. Voilà, Jean-Louis, pardon. Excuse-moi, j'aimerais qu'il soit là aussi. Guy, à toi. Oui, moi aussi, j'aimerais qu'il soit là et qu'il parle à ma place. En fait, c'est toujours compliqué de dire alors que je ne suis pas sans doute le mieux placé pour parler de Jean-Louis, mais mai 68 est une brèche, je me suis engouffré dans cette brèche, je suis arrivé à Paris, je connaissais personne.
Et les premières personnes que j'ai rencontrées m'ont amené dans le bois de Vincennes, sur un film, qui était le film germe du département cinéma de Paris 8, qui s'appelait Soyons tout, sur Saint-Tarek, module international, Soyons tout. Film de fiction assez étonnant et sur lequel je me lie d'amitié avec Jean Arbony, lui voulait apprendre à toucher le matériel, il n'y arrivait pas, c'était assez poignant, c'est même très beau de sa part. Et c'est lui qui m'a présenté Jean-Louis, et en fait, j'ai rencontré Jean Arbony, Jean-Louis et Gérard Leblanc en même temps. Et je n'ai pas été tiraillé par les uns ou par les autres, je me suis tout à fait bien trouvé avec Cinétique et avec l'équipe des cahiers de l'époque. C'était une époque où j'ai commencé à travailler avec Jean Arbony pour la réalisation d'un film, L'Olivier, et c'est l'époque où on travaillait aussi avec Jean-Louis sur ce fameux numéro rouge du Fonds culturel révolutionnaire qui a été présenté à Avignon. Et c'est vrai que une radicalisation, pas de photo, c'était vraiment les purs total, mais c'était beau au fond, et je le garde comme un talisman, ce numéro, parce que il y avait, je crois, une espèce de faisceau de convergence assez forte, radicale, certes, mais tout à fait encourageante. On était encore dans l'espoir, et en fait, c'était pratiquement l'annonce d'une fin d'époque et des cahiers, quoi, pratiquement. Donc, c'est vrai que j'ai rencontré Jean-Louis au moment où il était en train de quitter, 72, 73, et on est restés très très amis pour plusieurs raisons. D'abord, il aimait le vin, il aimait le bon vin, et comme j'aime chez le bon vin et que je continue à aimer le bon vin, je pense en buvant du vin souvent à lui. Je dis ça parce qu'effectivement, c'était le cas. Je crois qu'il t'a fait découvrir aussi le vin, enfin, c'est ce que tu m'as raconté. Mais très vite, ce que j'ai trouvé de très fort et qui m'a inspiré, qui m'a sans doute soulevé, c'est que le seul mot qu'il avait à la bouche quand il parlait aux étudiants et qu'il parlait à d'autres personnes, c'était l'idée de liberté. Et il ne pouvait pas concevoir que c'était... Moi, j'étais tout à fait d'accord avec lui, on était nombreux, bien sûr. Mais lui, il nous radicalisait et il le pratiquait. Il était contre les impériums, comme il les appelait, c'est-à-dire ces pouvoirs qui décrétaient du droit, de la manière de faire les films. C'est vrai que je ne pouvais qu'être en accord avec lui, suivre, et partout où nous nous sommes rencontrés, croisés, partout où nous avons été ensemble devant l'USAS pour les enseignements après les états généraux, on était dans cet élan. Il y avait un souffle de liberté et l'adhésion des étudiants, des participants était liée à ça. Il leur disait, puisque ça a été dit tout à l'heure, je reprends l'histoire d'écrire en film, je suis entre parenthèses, c'est là aussi on avait des accords et des désaccords sur Marcel Pénold qui dit nous avons là l'écriture quasi définitive, mais c'était très intéressant. Et donc c'est ce qu'il leur disait, vous avez là une parole, le cinéma est une parole. Or, si vous reprenez des définitions de la parole de Jean-Jacques Rousseau, c'est un ensemble de choses mises en scène. Rien ne ressemble plus à une parole qu'un film. Donc on est en accord complet avec cela. Il disait, donc il reprend d'ailleurs dans son dernier petit livre, enfin pas le dernier, mais celui de 2022, je crois, sur une certaine tendance du film documentaire. Oui. C'est ça, où il en prend très très précisément. Et il dit que la parole, c'est ça, c'est la couleur, c'est le super. Oui, alors moi je l'ai dit, je continue, c'est le lieu, c'est la situation, c'est la gestuelle, c'est ça. Donc c'est pratiquement une mise en scène, la parole. Donc on voulait ça. Et quand il enseignait ça aux étudiants, ça se réveillait. Moi je l'ai vu, j'ai compris, les questions fusaient. Mais alors ça veut dire que maintenant, en scène, c'est un ensemble de choses. Alors on disait, mais rassurez-vous, Eisenstein le dit, alors nous, le métier du réalisateur, c'est beaucoup plus important que le général d'armée. En disant, il y a une multitude de choses à mettre en place. Et voilà, il est passionné à montrer, mais il ne s'agit pas non plus de penser d'abord à amasser, à rassembler tout ce qu'il faut mettre en œuvre pour faire un film. Il faut avoir conscience de cette possibilité et de cette montagne que vous avez à affronter. Mais allez-y, laissez-vous faire, soyez libres, et je vous accompagnerai dans la liberté. Ce que je retiens de lui aussi, qui est très, très, pour moi, très important, c'est une sorte de parole, c'est comment
ramasser, saisir, collecter la parole, matériau principal de son cinéma définitif et de beaucoup de cinéma, eh bien c'est tout simplement en écoutant l'autre, on le sait bien, la faisant le vide en soi et d'écouter, on le sait tous. Et moi, en tant qu'enseignant, je le remarquais tout le temps, des gens qui, si vous écoutez les gens qui vous parlent, vous les mettez en confiance, et d'un seul coup, ils sont dans une conversation ordinaire qui vous donne l'essentiel. On sait ce que c'est la conversation ordinaire, c'est la l'essentiel. Et donc, il s'est révolté, et il était malheureux quand, je crois, le cinéma de Noël lui a refusé le film de... Sur Nicolas Philibert. Nicolas Philibert, c'est affreux, c'est atroce. Quand on découvre ce qu'il se raconte, et j'ai pensé à ce moment-là, Jean-Daniel Paulet, qui parle avec le poète Masséline de la Louette, et que ce film est refusé par le cinéma de Noël, j'ai dit, ça y est, le cinéma de Noël est mort. Le cinéma de Noël devient effectivement un quartier général de certains impériales. Bon, il ne faut pas faire ci, c'est comme ça. Bref, certes, un jury souverain pour prendre des décisions, mais là, quand même, on avait deux personnes, deux pensées en action, et on avait l'exemple parfait de que lorsqu'on écoute quelqu'un, eh bien, tout simplement, on apprend avec l'autre, et quand l'autre vous écoute, on apprend ensemble. C'est ça qu'il apprenait aux étudiants. Il dit deux phrases, Jean-Louis. Très rapidement. Deux phrases dans le film avec Nicolas Philibert. C'est dessous. C'est le film le plus socratique de Jean-Louis, puisqu'il dit que deux phrases, voilà, dans cet échange. Donc c'est un pur film d'écoute, et tu as raison de dire que c'est à montrer à des étudiants, parce que c'est le contraire du journalisme qui anticipe déjà sur la prochaine question avant d'écouter la réponse à la question posée. Voilà, qui ne l'écoute pas. Mon cher Guy, on va passer à la suite. Je te remercie infiniment. Là, tu as magnifiquement évoqué cet aspect, et je te remercie. Tu l'as fait fraternellement. Voilà, tu fais partie de cette génération, et c'est merveilleux qu'on improvise aussi un peu comme du free jazz, cet hommage, puisqu'il y a plein de choses qui n'étaient pas prévues. Et donc, Badradine, tu veux bien me rejoindre? On va mettre en place techniquement pendant une minute. Tu annonces la projection de tout à l'heure? Oui, donc je présente mes films de réemploi, c'est-à-dire des films que je fais à partir de films que je glane soit sur eBay, Le Bon Coin ou dans les brocantes, soit des films de ma propre famille. Ce sont des films amateurs que je me réapproprie dans un geste d'autofiction, d'autobiographie déguisée, de chroniques personnelles un peu déguisées. Et ce sont 4 courts-métrages. Je ne serais pas du tout choqué que vous n'en envoyiez qu'un, 2, 3, 4. C'est un peu ouvert, et ce sont des films courts. Il vaudrait mieux le faire en format horizontal, ce serait peut-être pas mal. Introit. Le Christ ne rit pas. Mon chien ne rit pas. Danae ne rit pas. Mais toi, tu ris. Un jour, tu m'as dit. On parlait de moi pour prendre la rédaction en chef des cahiers. Tout cela est arrivé si vite, si tôt. Un jour, tu m'as dit. Car j'étais venu te voir. Et avant, Toubiana m'avait dit, il est bizarre, il rit tout le temps. Oui, Toubiana m'avait dit, c'est vrai, tu verras, il rit tout le temps. Un jour donc, tu m'as dit. Car j'étais venu te voir, moi, petit blanc bec des cahiers. Les cahiers ont à voir avec le diable. C'était à Lussas, sous le grand barnum chauffé à blanc. Parce que le diable a à voir avec la pensée, la puissance de la pensée. Et que les cahiers veulent pour eux et la puissance et la pensée. Oui, un jour tu m'as dit que la pensée était le diable, et tu as ri et tu t'es sauvé. Et tu m'as sauvé. Parce qu'en effet, la pensée est le diable, sans la foi, sans l'espérance, sans la charité, tout cela compris pour toi dans le mot de révolution. Ou plutôt dans l'utopie qui est contenue dans le mot de révolution. Elle a tôt fait de réchauffer les plats de la conservation, la révolution. Et toi, tu n'aimes que les plats faits à la maison. Et donc l'anarchie dans la révolution.
la cuisine faite à la maison, la cuisine fraternelle. Parce qu'au fond, pour toi, le diable n'existe pas. Taclé, bâclé, et ce depuis bien longtemps. Oui, l'affaire est dans le sac, car tu penses, dame, l'avoir attrapé par le froc, l'avoir un peu déshabillé, et ce, devant tout le monde. Mais oui, tu l'as attrapé par le sac, ce vieux bouc, comme un vieux paillasse défroqué devant tout le monde. Tu ris quand tu déshabilles le diable, et que tout le monde s'aperçoit qu'il n'a rien dans le froc, qu'il est vide, et ne s'étemplit que du son de notre misère, de notre sable et de notre son, de notre paille, de la provende, de notre éternelle faille, de notre appontement, de notre arraisonnement, de notre consentement méchant et sempiternel à obéir. De ce jour, nous ne nous sommes pas quittés. Je n'étais pas ton ami, mais j'avais besoin de toi. Tu étais mon abbé rouge, mon abbé défroqué, sans bénéfice ni prébende, promenant son monastère, promenant son phalanstère, son cortège portatif de clairs volatiles, flottant autour de toi, de cinéphiles séraphiques torturés, flottant, ô vous, mes frères, désarmés, improbables, flottant comme les îlots de la mer. Et encore un jour, je te demandais si tu étais un père pour moi. Un père? Certainement pas. Un frère peut-être. Un frère? Certainement oui. Et tu as ri aux éclats. Rire aux éclats, rire aux écrans, rire pour avoir vu ce qu'on ne devait pas voir. Oui, Comolli rit tout le temps, mais il n'y a pourtant pas de quoi rire. Deux. Kyrie. Avec tous ces écrans qui nous envahissent, ce règne de l'image paresseux horizontal, ce règne de l'image vautrée, couchée, comme au lit, en quelque sorte. Ah, les viandes de l'Égypte. Non, il n'y a vraiment pas de quoi rire. Ton rire, c'est l'abîme, l'écart, l'utopie. Il faudrait y mettre des fantômes. Le cinéma tout entier, comme antidote à la mélancolie. Au cinéma, on peut encore imaginer des choses. Le spectacle ne se fait pas sans nous. Les fantômes sont nos amis. Au cinéma, je sais, mais quand même, au cinéma. Mais avec les écrans, plus de fantômes, que des greffons, des tétons, de la glu présence, où l'autre et moi sommes confondus. Or, les fantômes, eux, ne sont pas des monstres, ce sont des partenaires. Dans le rire de Comolli s'engouffrent les machines à vapeur, les machines à pleurs, les machines à vaper la frayeur, et en sortent maudites, expulsées, des machines qui nous font rapetisser, jusqu'à devenir minuscules, piteuses pépites, amibes ridicules, nous, les cannibales ravis de nous-mêmes. Ô siècle à venir, cannibales à tétons numériques, avec des images greffées sur le corps, aux parties les plus sensibles, au fascisme qui vient, gardiennage d'enfants sans père, et risible rhizome. Plus d'écrit, tout par l'écran. Arrête! Je me vois dans 20 ans, m'arrachant avec terreur à ma souveraineté de petit blanc, de mon corps et du corps adipeux, de mes pensées images, dégoulinant de l'écran, comme de l'ice cream. Tu viendras, Comolli, si tu existes, appâté par mon gâchis, mon lâchage de mauvais goût émancipé, mon odieuse autonomie. Pas celle du spectateur, sûrement pas. Juste, nourrisson de la mère adipeuse, excluante, inclusive, dégoulinante, de la mère incestueuse au centuple,
de la mère incestuelle paradisiaque, de la mère émancipée passant du sextoy au joystick. Non. Pas de rivage. Pas. Y a-t-il encore un spectateur dans la salle? Ce qu'on appelle un spectateur de cinéma? Pas de quoi rire. De la bouche de Comolli, comme de celle de Gargantua, sortent des machines à calculer. Des machines absentes qui ne savent plus nommer qui les a fabriquées. Là voilà la technoscience, mère incestueuse, émancipée, qui fabrique aussi bien des images sans spectateur que des fils sans père, des fils qui n'ont pas de nom. Comme on les rit parce que les pouvoirs sont là, démoniaques, et qu'ils attendent, chacal, notre soumission au nom de notre libération. Yes! De petits consommateurs, connectés, dégoulinants, adipeux, émancipés. Quand on tue le nom, tu ris. Car c'est trop. Cela vient de loin, cette histoire. Là, tu ris pour ne pas exploser de colère, car c'est trop. Un officier français qui déchire les papiers d'un arabe, les papiers d'identité française. Un officier qui déchire l'entité française avant de la tuer. Ah, tuer, ça, c'est une chose. Ah, ça oui, tuer, peste ordinaire. Mais l'annuler, tuer son nom. Ah, ça non. Car c'est trop. Et tu ris, parce que tu as cessé d'être un enfant, pour toujours. En voyant cette scène, à 16 ans, boiteux, blessé, manchot aveugle, oui, on n'a plus le regard de son œil, on n'a plus la main de son bras, quand, au retour de la plage, sable, caresse, soleil assassiné, quand on voit comme le sexe du père tranché, qui répand son sang sur la plage, quand on voit comme le nom du père assassiné, dans le frère dont on anéantit jusqu'à la mémoire, arabe, c'est le nom du sans-nom, juste après les eaux. Oui, on détache un grain de sable. Enfance. Et toute la plage s'effondre. Tu le sais bien. Toute la page où tu écris pour venger le sable assassiné, pour venger la loi, mise hors la loi. Et John Ford aura pour toi les charmes, le corps démembré, magnifique, le corps d'Apollon, et sa tête emportée par les flots et qui chante encore. Ah ça non. Ah ça oui. Tu le sais bien. Tu ris aussi parce que tu as envie de les tuer tous. Mais ça, il ne faut pas le dire. Ça te remonte à la gorge, mais il ne faut pas le dire. De la bouche de Comolli sortent comme des nouilles. Des pensées qui ne sont pas des pensées, mais plutôt comme il y a trop en Comolli. Alors il rit. Il rit d'être trop. Trop sublime, forcément. Il se moque de la mort, de la Pâque qui dévide sa quenouille, de la mort, ce plat unique, ce plat chaud d'hôpital, la mort, ce plat sous vide auquel on ne veut pas toucher. À moins que ce ne soit le rire des fils devant la nudité du père, la nudité obscène de la première scène, le sexe dressé de la technique, l'obscénité du capital. Serais-tu calme qui a ri devant la nudité du père, Noé, du pire du père exhibé? Il n'y a pas de pureté, et c'est pourquoi tu ris, car tu n'es ni le Christ, ni mon chien.
Et que Danae est mort depuis longtemps. Offertoire. Mais tu ris aussi parce que le cinéma est une fête de l'intelligence. Tourner manège, valser musette. Tu ris des petits bricolages de l'utopie et tu appelles souvent cela cinéma. Des ruses, des stratagèmes de l'utopie pour se faire un chemin dans les gîtes du cinéma. Comme une traversée discrète et silencieuse de la mer Rouge où flotte l'ice cream, la mélasse de l'entertainment. À pas de loup, sortir de la masse des bovidés, sortir de la masse des soumis, des tondus, des covidés. Un jour, je t'ai vu rire en me parlant des rails de travelling que tu faisais installer pour Face aux fantômes. Qu'y a-t-il de si drôle comme au lit? Ce film parle de la Shoah. Quelle lecture et quels usages, quelle pâture et quel partage peut-on bien faire de ces images, celles tournées lors de l'ouverture des camps? Avec ton geste filmé, dans le frais même de la pensée, une historienne en travail et en pensée, au travail de la pensée, devenant personnage, devenant la tragédie même de la pensée quand elle se fait témoignage, Sylvie, belle comme la Cassandre de Giraudoux, mais sûrement moins niaise, et qui sait, elle, que la guerre des choix a bien eu lieu, et qu'elle commence dans celle des images. Alors des rails de travelling, pourquoi faire comme on dit, et pourquoi est-ce si drôle, et pourquoi ce rire farceur ce jour-là? On va aller à la source de l'émotion, me dis-tu. Par ces rails, on a la possibilité de voir son émotion, de la voir en perspective, c'est-à-dire voir avec son corps en s'approchant de ce qu'on ne peut pas voir, montrer qu'on ne peut pas voir. Et te voilà ravi. Et puis bien sûr, tu finissais de toucher ce que René avait vu, ce que René avait approché d'un rail, mais qu'il n'avait pas pu toucher complètement. Tu jetais un dernier pont vers cet abîme, l'extermination industrielle des Juifs d'Europe. Tu riais parce que tu avais trouvé la faille de stratagème pour défaire les images de leur puissance proprement satanique, les images de la mort de masse, de la mort sans auteur, reprenant grâce à toi taille humaine, c'est-à-dire intelligence. Oui, le rire est le propre de l'homme, et quand il s'agit du dernier, alors il faut en profiter. Le carnaval de Comolli n'a rien à voir avec la mélancolie. Jouer le jeu, c'est le cornu de Musidora dans le drapeau rouge de la Révolution, rouge et noir, mon ami, le fait des immeubles tombe, un enfant chute, Edmund est vertical, les lambeaux de la gloire s'assemblent dans le vide des chantiers où traînent les fantômes, ceux de ta passion. Nous faisons l'amour avec des lointains imprécis, des silhouettes vues à travers les jalousies de la peine adolescence. Nous faisons l'amour avec le hasard, le regard, la mélancolie que la femme ne soit pas toute. Parce que l'amour cher et rouge et noir, comme le parfum de Madeleine, embaumant, versé, gâché sur les pieds du Christ, très cher pour l'amour à mort, et rouge et noir. Ma mort, mon amour, cela n'a pas de prix, car ce vin, tu le sais, nous le boirons, et ce sera le royaume, enfin, enfin. Bonum vinum, laetificat cor hominis. Quatre. Envoi. Il est venu le temps de l'adieu. Ton rire est entre deux mers, et depuis toujours entre deux pays, l'un étant comme l'ombre de l'autre. L'Algérie comme l'ombre de la France, et comme son rêve assassiné, qui fut l'ombre d'une ombre, et qui s'est enlisé avec cet accent joli, cet accent pied noir, un accent parfum, parasol, farceur et gaffeur, et qui boite aujourd'hui.
comme le pied farci, noirci, rongé de dip, errant sur les mers. Le père qui t'aimait pas tué. Un jour, tu as largué les rives d'El Djezaïr, ces îlots de ton enfance, qui furent aussi le nom de ton rêve à toi, avec son masque, 2 trous rouges qui furent des yeux, avec son masque de cauchemar. Flottant, banni, au-dessus des mers. Et si ton rire était un oiseau? Au point haut, au ciel, immarcessible, bien au-dessus des mers, vide, vide, angoisse. Angoisse, comme un seul grand mât sur la mer, quand, où beaucoup d'hommes aujourd'hui cherchent un abri, sur des canaux crevés, sur des canaux lestés, sur des canaux bondés par notre indifférence, sur des canaux qui ne reçoivent plus le salut de la France. Le voici le plateau de notre pauvre amour. Et si ton rire était un oiseau? Étoile du matin, immarcessible reine, toi qui portes son vol, cher oiseau sans patrie, ton rire sera le cap de midi. Oiseau qui fait signe pour les peuples de la peine, entre dans la joie, borde ta voile, et sois le sein du désir sans fin. Étoile du matin, inaccessible reine, voici que nous marchons vers votre illustre cour, votre assemblée, votre cortège, votre convoi et les charrois de votre aréopage. Oui, serons-nous le peuple d'elle, dont la livrée brillera pour tous les errants de la terre? Comme au lit, j'entends ta voix qui dit: nous sommes des humains. Qui d'outre-tombe peut enfin dire: mon fils, sois comme moi, deviens toi aussi oiseau, héros public et secret, envole-toi, les mers seront ta patrie. Là, nous volons ensemble, nous serons frères. Crois-moi, sèche tes larmes. Le matin appartient au matin, comme au lit et nous pleurons. Et voici l'océan de notre immense peine, envolé comme une chanson, une première fois, une cigarette. Nous partageons la même chemise, avec du sel dans les yeux. Je cesse de regarder l'heure. Je suis assis sur la plage et tu es là, comme au lit. Tu ris. Tu ris. Et c'est demain. Que d'émotion. Quand Badradine a lu le texte la première fois, il m'a dit qu'il avait pleuré, et c'est vrai qu'on se connaît depuis peu de temps, mais je me suis souvenu qu'il m'avait raconté l'arrivée de son père en France, qui était militant actif du FLN, et je trouvais que c'était aussi, voilà, cette rencontre hasardeuse avait quand même sa forme de nécessité par rapport à l'histoire de Jean-Louis, et je ne sais pas ce qu'il aurait pensé de notre alliance, mais là où il est, il rit sûrement aussi. Voilà. Oui. Moi, quand j'ai lu ce texte la première fois, j'ai été bouleversé, j'ai vraiment pleuré, parce que ça m'a renvoyé forcément à l'histoire de mon père, ça m'a renvoyé aussi à cette absurdité de cette crise coloniale, surtout qu'il faut savoir qu'au départ en Algérie, les gens ne demandaient pas l'indépendance, ils demandaient l'égalité des trois. Mais il y a eu une partie de certains colons qui ont fait que ça se soit mal passé. Et puis il y a toute cette grande histoire, la décolonisation. Mais au-delà de ça, il y a eu aussi plein de choses sur les migrants. C'était vraiment troublant pour moi. En plus, je joue une pièce qui s'appelle Migrant, où je joue le rôle d'un passeur. Donc je finis en larmes sur scène. Donc ce sont des choses qui m'ont touché. Parler aussi sur la société de consommation, sur toutes ces images qui nous abreuvent et qui nous polluent. Enfin voilà, j'ai pris tout ça en même temps, et cet amalgame fait que c'est toutes ces choses-là qui m'ont touché. Voilà,
Qu'est-ce que je peux dire après? Oui, la rencontre, ça s'est fait à Saint-Gaudens. Je suis parti voir un de ses films, et après on a échangé, et il se trouve qu'il y a eu quelques atomes crochus. Voilà. Voilà, c'est... Merci encore, merci beaucoup, et le livre est là, monsieur.